Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une fois n'est pas coutume, dans Tout est marque, on reçoit et on fait parler toutes les marques pour éclairer la vision et inspirer les actions. Eh bien, figurez-vous que dans ce nouvel épisode, nous allons parler bijoux, bagues, bracelets, colliers, boucles d'oreilles, skulls, métal, fantaisie, Hellfest, VIP, célébrité. Incroyable. Pour ce faire, en tous les cas, je reçois avec bonheur le fondateur de la marque Flibustier Paris, Greg Anoni. Salut Greg. Salut, merci de me recevoir. Avec plaisir. On va débuter et on va démarrer très très vite sur le sujet. Comme dans toutes les marques, aujourd'hui on ne tourne pas forcément autour du pot. On aime bien connaître aussi les parcours. Moi j'ai une petite question personnelle. Comment es-tu devenu créateur de bijoux ? C'est un peu long, mais c'est un parcours un peu autodidacte. Mais en même temps, j'ai aussi des traces dans mon parcours de logique. Moi, je suis de formation, j'ai passé par plein de choses. J'ai commencé une formation en biologie qui n'a pas duré très très longtemps. Et j'ai ensuite fait une formation en école de commerce. J'avais la possibilité de partir à l'étranger dès la première année, c'est ce qui m'a un peu convaincu. Et à la sortie de cette école de commerce, je voulais faire tout sauf du commerce. J'ai essayé de m'inscrire en école de cinéma. Puis devant les prix pratiqués par les écoles de cinéma, j'ai abandonné et je suis parti en cours de théâtre. J'ai fait du théâtre pendant plusieurs années. Et puis au bout de quelques années, en fait, j'ai commencé à faire des bijoux pour moi. J'ai pas beaucoup de moyens, j'avais envie de me fabriquer des choses et de m'occuper. Et j'ai commencé à me faire des bijoux. Et un été, on est parti avec un ami, avec Julien, on est parti en festival pendant tout un été. On a fait plein de festivals un peu partout en Europe. Et je lui ai prêté ses bijoux. Donc lui était, à ce moment-là, il était conseiller en gestion de patrimoine, donc rien à voir avec les bijoux rock, tout ça. Mais il avait envie de tester, comme on fait souvent l'été, c'est sympa de changer de style, d'essayer des trucs, quoi. Bah oui. Et il a vu que ça répondait un petit peu. Et en retour de vacances, il m'a dit « Mais pourquoi on n'essaierait pas de monter un truc ?» Je fais « Bah écoute, ça tombe bien, ça me tenterait vachement. » Et du coup, on a lancé la marque en retour de vacances. Je crois qu'on est rentré en septembre, le temps de tout préparer, tout ça. On a ouvert la marque en novembre. Voilà. Flibustier bijoux. Alors... Et maintenant, c'est la question qui fâche. D'habitude, cette question qui fâche, elle arrive beaucoup plus tard dans l'émission, mais moi, je me suis arrêté sur le nom Flibustier, parce que, figure-toi, que j'ai voulu regarder un peu l'origine du nom de marque, mais j'ai lu, selon le prestigieux Centre national de ressources textuelles et lexicales, je cite, Flibustier signifie celui qui vit de vol, de fraude, d'escroquerie, un comportement, une existence de flibustier. Même Balzac désigne le flibustier comme celui qui a l'amour du pillage et de la cruauté. Rassure-nous, cela n'a rien à voir avec ta marque. Non, rien du tout. Rien du tout. Alors pourquoi ce nom, en fait, pour faire simple, pourquoi le nom Flibustier ? Alors, le nom Flibustier, déjà, je pense que les définitions sont un peu limitées, que tu as trouvées, sans vouloir... Piraterie. Dénigrer ton travail. Les Flibustiers, en fait, c'était une communauté de pirates libres qui vivaient effectivement de pillage, mais comme beaucoup de personnes dans les Caraïbes à ce moment-là, puisque c'était compliqué de vivre de quoi que ce soit d'autre. Et puis toute l'histoire des Caraïbes s'est forgée sur le pillage, que ce soit légal via les corsaires et les lettres de course, ou illégal via des attaques pirates, ou les flibustiers qui, eux, tentaient de faire vivre leur communauté grâce au pillage. Mais il y avait une idée de liberté et de fonder une société où chacun des membres était... il y avait une notion de justice sociale, en fait, qui était mise en place. De redistribution, qui se faisait équitablement. Et c'est plus cet aspect-là et l'aspect découverte et liberté qui nous attirait que l'aspect du pillage. Et pourquoi ce nom ? Parce que en fait, à ce moment-là, quand on a décidé de lancer une marque, j'ai repris le nom de la marque que j'avais créée quelques années plus tôt avec mon cousin, qui était une marque de vêtements, qui n'est jamais allé très très loin. Et on avait pris Flibustier parce qu'à ce moment-là, je lisais beaucoup de livres sur l'univers de la piraterie, notamment un livre des frères Poivre d'Arvor,
Et voilà, j'étais fasciné par cet univers et cette époque-là où il y avait cette idée de liberté, de découverte d'un nouveau monde. De grands espaces. Ouais, c'est une notion d'espace, mais surtout de liberté de faire ce qu'on veut et de pouvoir se réinventer en partant. Et puis en plus, il y a une vraie originalité. C'est vrai qu'on peut chercher quelquefois des noms un peu farfelus, des noms de marques qui veulent tout dire. Et là, en fait, tu imprimes aussi, quelque part aussi, derrière, au-delà du storytelling, et tu imprimes vraiment quelque chose de fort aussi. Voilà, c'est pas vraiment comparable avec d'autres marques en termes de noms. Non, puis ça sonne bien en français. Voilà. Alors après, à l'étranger, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Mais en français, c'est vrai que ça sonne très très bien, Flibustier. Bon. Bien entendu, Flibustier implanté à Paris, mais pas que. Non, pas que à Paris. Enfin, si, essentiellement à Paris. On a eu un magasin à Ibiza qu'on a dû fermer, qu'on a ouvert juste au moment du Covid. Donc, on a essayé de le maintenir en vie pendant tout le Covid. Oui, pas simple. Et puis après, on a été obligé de le fermer. Donc, pour l'instant, on n'a que le magasin à Paris. Non, je pensais notamment à la présence sur des gros événements, type Hellfest, même si on y reviendra. Ah oui, après. En France. Ah oui, c'est vrai que je limite Paris. Ouais. Mais oui, en France. Non, on a des points de vente partout en France. On est présent au Hellfest. Et via les partenariats, on a des échos un peu partout. Et là, on vient d'ouvrir aussi le Japon. Oui. On va revenir justement juste après, si tu le veux bien. Bijoux, bien sûr, mais résolument et orienté dans l'univers rock, métal. La question peut-être un peu candide pour celles et ceux qui ne connaissent pas le sujet, mais pourquoi ? C'est pareil, c'est parce que ça devient mon parcours personnel. C'est-à-dire que moi, là, je viens de toute la mouvance skate, punk hardcore, de toute cette musique-là. Et donc c'est un petit peu aussi ce qui a guidé, comme moi je suis le créatif derrière, ça a guidé aussi toute ma création. Bien sûr. Tout mon passif dans cet univers-là. Je te pose la question parce que c'est en même temps important, c'est résolument passionnel chez toi. C'est pas une tactique de segmentation marketing pure en disant je prends ce segment-là et puis parce que je l'ai calculé sans avoir, je dirais, un affect ou l'affinité. Alors non, pas du tout. Ouais, en plus, c'est vraiment complètement à l'envers. C'est-à-dire que je dirais même que le côté métal est arrivé en fait plus tard. C'est-à-dire qu'à la base, moi, j'ai voulu faire des bijoux plutôt rock puisque c'est ce qui me plaisait. Dans l'univers pirate, donc forcément, j'ai mis de la tête de mort, tout ça. Et en fait, tous mes rapports au métal et à la musique rock en général, les rapports de la marque avec des acteurs de cet univers-là, ils sont venus après. Parce que ça a résonné pour eux, mais ça n'a jamais été un calcul de me dire je vais essayer de me mettre sur cette niche-là. Oui. Ça a été vraiment une création qui est vraiment, pour le coup, authentique et naturelle, en fait. Ça se fait comme ça et c'est comme ça qu'on est arrivé là-dessus. D'ailleurs, à l'origine, c'était des bijoux aussi un peu plus esprit bohème. Ouais, on avait un esprit bohème qu'on a peut-être un peu plus perdu maintenant, même si on essaie de le retrouver sur certaines pièces. Ouais. Mais au début, oui, il y avait quand même plus aussi l'esprit un peu plus bohème. Il y avait aussi l'idée peut-être d'avoir des pouvoirs... travailler l'esprit bohème, c'est aussi travailler les pouvoirs des pierres. Alors, c'est toujours c'est l'aspect qui nous a jamais vraiment... Ouais, on a toujours eu un problème avec le pouvoir des pierres. Donc, on en parle, mais avec un angle historique, en fait. En disant, historiquement, cette pierre, elle a été utilisée pour ça ou pour ça. Mais jamais comme un argument de vente, parce qu'on trouve que c'est quand même à la limite avec le charlatanisme et on ne veut pas toucher à ça. Donc on en parle en disant oui, c'est vrai que cette pierre-là, elle a été connue dans l'histoire pour, si on parle de la métisse, elle a été utilisée pour l'équilibre, donc beaucoup sur les bateaux, beaucoup pour éviter des cuites trop fortes. Quand on buvait beaucoup, on prenait des améthystes sur soi pour essayer d'être pas trop ivre. Donc voilà, mais ça c'est historiquement. Après nous on va pas dire achetez des améthystes et vous serez plus équilibré dans votre vie. Voilà, c'est là où on trace la limite. C'est pas le fonds de commerce de Flibustier. Non, c'est pas le fonds de commerce. Je pense que c'est bien d'ailleurs, enfin ça c'est que mon avis. Les codes de la contre-culture aujourd'hui, alors c'est vrai qu'on parle de rock, de métal, tatouage, skull, tête de mort, rock, métal. Est-ce qu'aujourd'hui c'est justement encore une spécificité parce que moi, je me demande si justement cette singularité n'est pas en train de se lisser, puisqu'il y a plus, c'est plus vraiment contre-culture en tant que telle. C'est rentrer dans la culture en général. En fait, c'est des éléments qui ont été tellement réutilisés
plein de côtés. Si on parle du tatouage, il n'y a qu'à voir. C'est-à-dire que maintenant, en fait, je pense qu'il y a moins de personnes qui ne sont pas tatouées que de personnes qui sont Il y a un Français sur 5 tatoués. Bon, voilà, tu vois, il y a au Ça, moins c'est la la moitié, dernière tu vois. étude. Alors que moi, quand j'ai commencé, il y a 25-30 ans, C'était les camionneurs, quoi. c'était pas le cas, quoi. Enfin, il y avait très peu de personnes qui faisaient ça, quoi. Eh oui. C'était encore hyper marginal. Les codes de la mode métal sont repris partout. On peut voir des t-shirts de Metallica chez H&M. Tout à fait. Donc oui, effectivement, il y a une espèce d'intégration de cet univers-là, mais parce que ça fait 50 ans qu'il est là aussi. Donc en fait, on est sur des générations qui ont vu leurs parents écouter cette musique, le truc, peut-être ne pas s'y attacher, puis maintenant y revenir. C'est Et là, on intemporel. commence à trouver là, on recommence depuis très peu de temps là, à tomber sur des générations qui en fait s'y intéressent de plus en plus. Et il y a une vraie montée en fait de toute cette culture. Un mélange des cultures, en plus, quand on voit... Alors là, si on fait une petite parenthèse même métal, quand on regarde toute cette, je vais pas dire cette jeunesse métal, mais en tous les cas, des groupes, je vais dire au hasard, par exemple, un Bring Me the Horizon, c'est multiculturel en plus, parce que on s'aperçoit qu'il y a un mélange de cultures qui peut même venir des pays asiatiques. Rise of the North Star, par exemple, un groupe français, c'est très manga, et en même temps, culture métal, hip-hop, enfin, il y a... Ouais, on en a Il y a plein. une fusion, c'est tout se mélange, quoi. Alors, je crois que c'est Bollywood qui s'appelle le groupe, je suis pas Oui, sûr. mais qui fait- Bollywood, exactement. Ouais. Enfin, qui fait un métal. Je vous, Baby Metal qui fait pareil du Ouais. métal japonais. En fait, Exactement. c'est un peu partout et ça s'intègre. Si on prend Baby Metal, par exemple, elle intègre des éléments de la culture manga musicale dans ses morceaux de métal. Et oui, c'est repris partout. Et la culture métal, on voit qu'elle grossit. Là, rien qu'hier soir, le chanteur de Drowning Pool qui porte nos bijoux, donc c'était super pour nous, Génial. quoi. Il était sur Jimmy Fallon sur NBC Génial. avec nos bijoux et il chantait avec Offset, quoi, Ouais. qui est quand même du milieu du rap. Ils ont fait un duo qui est juste génialissime. Ok, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, allez simplement écouter le titre Bodies. Voilà. Ne serait-ce que Bodies. Et puis, c'est pas le chanteur historique, puisque malheureusement, Non, c'est pas le chanteur historique. on sait tous, enfin, ou en tous les cas, certains ne le savent pas, mais malheureusement, il n'a pas connu le succès, puisqu'il est mort 3 mois après la sortie du titre, à l'époque, malheureusement. Mais allez écouter Bodies sur les meilleures plateformes. Voilà. Et vous pouvez écouter du coup la reprise qu'ils ont fait avec Offset de Bodies justement hier soir sur Génial. NBC, sur Génial. Jimmy Fallon, Ouais. qui est juste très très forte. Allez, on revient sur la marque Flibustier. On mélange aussi les genres. Comment une marque comme Flibustier se différencie dans son positionnement par rapport à d'autres marques de bijoux aujourd'hui? Alors, bien entendu, on ne va pas se comparer à Chopard quand on parle de marque de bijoux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une telle offre sur le marché. Qu'est-ce qui va faire qu'on reconnaît un bijou Flibustier? Ça se fait assez naturellement. Comme on est sur un univers de marque assez rock, au final, on n'a pas tant de monde que ça. C'est-à-dire qu'il y avait Thomas Sabo qui le faisait un petit peu, mais qui s'en est écarté parce qu'il a voulu élargir aussi son public. Donc, du coup, qu'il le fait quand même toujours un petit peu, mais par petites touches, un peu moins. Et à part ça, il n'y a plus grand monde qui est sur ce créneau-là. Donc, je dirais que ça se fait un peu naturellement par rapport au design et aux matières qu'on travaille. Pareil, on essaye de travailler que des belles matières. On ne va pas faire d'acier, on ne va pas faire de plastique. Voilà, on essaie d'avoir des belles matières et de faire des beaux bijoux. Et de rester toujours dans cet esprit rock qui va être différenciant de ce que peut faire Histoire d'Or ou de la gourmette classique. Et je pense qu'il y a une demande pour ça, même au-delà de l'univers purement métal. Et on le voit dans nos clients aussi. Bien sûr. Des gens qui vont chercher des pièces un peu plus originales que la gourmette classique, quoi. Bien sûr. Prix moyen d'une bague ou d'un collier chez Flibustier pour qu'on essaye de comprendre un petit peu la... Une bague Flibustier, ça va être aux alentours de 180-190 euros à peu près. Ce qui est Après, tout à fait on monte raisonnable. jusqu'à 400, 500 sur de l'argent. Après, si on part sur de l'or, ça va encore. Les bracelets. Bracelets, on a pareil, on est autour de 150 euros. Après, on a les premiers bracelets à 79 euros. Avec une fabrication en France. Dans nos ateliers. Made in France. Ça, c'est aussi le petit truc en plus. C'est pareil, ça fait partie de ce que nous, on a voulu faire dès le début. Essayer Mais c'est pas facile. Franchement, le Made in France, c'est compliqué. Pour le coup, on parle beaucoup des aides aux entreprises en ce moment. Le Made in France, on peut pas dire qu'on soit aidé de folie, quoi. Sur les taxes. On est taxé, on est chargé. Alors, je dis pas qu'il faut enlever les charges des entreprises, ça c'est un autre débat, mais on pourrait trouver des aides pour essayer on pourrait essayer de trouver, je suis sûr qu'on pourrait trouver des moyens malins de favoriser les petits créateurs made in France. Alors, il y a quelques mécanismes d'aide aux artisans, notamment via la Chambre des métiers d'art.
Mais bon, c'est juste, quoi. Et c'est vrai que c'est pas facile de maintenir le Made in France, surtout dans un monde où tout est mondialisé et où tous les concurrents vont aller ailleurs et où le client regarde quand même un petit peu. Mais dès que le portefeuille rentre en jeu, ils vont choisir le portefeuille avant leur valeur, je pense. Ouais, mais sur le Made in France, je fais une micro-parenthèse pour revenir sur un des épisodes qui a été diffusé il y a quelques semaines où je recevais Thomas Hurier, le patron de Jean 1083, qui fabrique en France. Lui, sa vraie problématique, et pour rejoindre un petit peu ce que... C'est pas uniquement les charges ou les taxes, c'est la formation. C'est-à-dire que lui ne trouve plus suffisamment de personnes qualifiées en tant qu'ouvriers qualifiés pour pouvoir produire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a atteint son plafond de verre. Il aimerait produire plus, sauf que pour l'instant, il n'a pas de gens suffisamment qualifiés pour intégrer son artisanat, voilà, alors qu'il a 70-80 salariés et qu'il aimerait monter à 120 salariés et qu'il n'arrive pas à trouver. Ouais, ça peut être un peu aussi compliqué. Après, nous, dans la bijouterie, il y a quand même encore beaucoup de formations, je pense que le tissu a moins disparu que dans le textile, par exemple, et surtout dans la jeanerie. Il y a encore beaucoup de formations, beaucoup de gens qui sont intéressés, qui font les formations. Après, ce qui est compliqué, c'est d'être en compétition avec d'autres sociétés qui ont beaucoup plus de structures que nous, ou beaucoup plus de moyens aussi pour payer les gens. Bien sûr. Parce que c'est pareil, payer un métier qualifié, ça coûte de l'argent, surtout en France. Et du coup, après, si c'est en compétition, donc forcément, entre Flibustier et Chopard, on n'a pas les mêmes moyens pour payer les gens. Mais on a cet univers-là qui nous permet quand même d'avoir des gens qui sont intéressés pour travailler avec nous. Donc on a moins la problématique. Alors justement, bien entendu, on ne peut pas parler de flibustier, de bijoux, d'univers métal sans parler du Hellfest. Bien entendu. Pourquoi ? Parce que Flibustier est le créateur bijoux avec une collection Hellfest notamment. Comment c'est venu ? C'est venu naturellement ou toi, tu as tapé à la porte pendant des mois, des années pour dire coucou, j'existe, faites-moi une petite place sur un stand ? Alors la première fois que j'ai entendu parler du Hellfest, c'est via un client à nous en fait. Qui était client chez nous et qui nous a dit un après-midi, il est passé à l'atelier. Il nous a dit mais les gars, pourquoi vous faites pas le Hellfest ? Et je connaissais même pas le Hellfest. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Comme mon passif, il est d'un univers plus skate, machin, qui est moins le côté métal. Puis en plus, ces dernières années, j'étais aussi pas mal revenu sur l'électro. Enfin, j'écoute beaucoup de musique dans plein de styles différents. Je fais pas que du métal. Du coup, c'est vrai que je ne connaissais pas du tout. Je fais ok, pourquoi pas. On va regarder un petit peu vite fait. On a fait on va envoyer un message, quoi. Et on a juste envoyé un message. On n'a pas dû gratter tant que ça. Leur premier réflexe, ça a été de dire non, bien sûr, quand même. Parce qu'ils pensaient qu'on était trop cher pour le public métal, en fait. Il s'est dit non, mais nous, c'est des métalleux. Si on leur met des bijoux à 150 euros, ça va pas marcher. On fait laissez-nous essayer une fois et puis on verra bien, quoi. Et donc on a essayé une première année où on n'était pas encore partenaire, on était juste exposant et ça s'est très bien passé. Donc on est revenu la deuxième année, on a fait ça pourrait être intéressant de revenir avec un bijou du coup Hellfest, quoi. On pourrait tester et donc on a testé donc la première édition en 2017, je crois que c'était, avec le bijou Hellfest pour l'édition 13. Le 13e Hellfest, et ça a été un carton tout de suite. Et c'est là que le Hellfest a commencé à comprendre et à voir son public différemment aussi, parce qu'il s'est dit, mais en fait, non, c'est pas... le public métal, il a des moyens, et il a des revenus, et il est prêt à les dépenser, surtout que c'est un public de passionnés. Et quand il aime les choses et les belles choses, il peut se permettre de se prendre une bague à 150, 180 euros, sans problème. Et donc voilà, et donc on a fait la première bague, ça a très bien marché, puis on a recommencé tous les ans, et jusqu'ici, on va continuer encore. Avec des éditions limitées. Que des éditions limitées. Sur le Hellfest, on fait une édition limitée pour chaque édition, c'est une bague, c'est ce qu'on appelle des bijoux commémoratifs. Ils sont disponibles à la vente pendant une durée limitée, qu'on limite jusqu'à ce que les stocks soient épuisés, mais généralement ça dure un an max. La quantité sur un bijou limité comme ça, c'est... Comme c'est pas limité en quantité mais en temps, ça dépend. Mais globalement, comme on fait quand même... là, on fait maintenant entre 4 et 6 bijoux par an. On fait des bagues, on essaie de varier aussi les niveaux de prix. Parce que effectivement, tout le monde peut pas se permettre de prendre une énorme chevalière à 350 euros. Donc on essaie de faire un peu de tout. Et donc, je crois que le bijou qu'on a dû le plus vendre, ça devait être 250 ou 300 pièces maximum. Ce qui est déjà... sur une bague. Sympa. Oui, ce qui est déjà très très bien pour un événement qui dure 4 jours. Nous, on vend un petit peu avant, on fait des préventes et on vend après sur place. Sur le site e-commerce. Sur le site e-commerce, on fait les préventes. C'est le meilleur moyen pour les avoir. C'est flibustierparis.com. Flibustierparis.com, c'est ça. Exactement. Ouais. Et donc là, voilà, tous les ans, on s'adapte en même temps à la thématique de l'année. Donc ça varie tous les ans. Là, l'année prochaine, on part sur un thème un peu spooky,
On aime bien les exclus. Ambiance, c'est une excuse, je ne sais pas. Moi, c'est comme ça que j'ai lu l'affiche, parce qu'ils ont diffusé l'affiche en avant-première à la fin du festival. Et donc, a priori, ce serait une ambiance un peu spooky, Halloween, horreur, quoi. D'ailleurs, est-ce que, en parlant de connexion limitée, on est à quelques semaines, quelques encablures de la fin de l'année, notamment on pense aux fêtes de Noël, pour les cadeaux. Est-ce que toi, tu as prévu justement des éditions limitées sur la fin de l'année, un peu spéciales? On a des collabs, qui seront pas forcément en édition limitée. Alors, vous avez des collabs aussi, par exemple, j'avais vu avec Savage Land. Là, on vient de la sortir ce week-end avec Savage Land, qui est une organisation. J'ai parlé en anglais, n'importe quoi. Une association, en fait. Non, une association. 25% des bénéfices réservés à l'association Savage Land pour lutter contre la déforestation au Costa Rica. Alors, maintenant, ça s'est étendu. Ils font plus que le Costa Rica, ils font aussi la France. Ils luttent contre la déforestation en France aussi. Ils achètent des parcelles de terrain qu'ils essaient de réhabiliter. Voilà, c'est une lutte comme ça. Ils utilisent la musique métal pour faire diffuser leur... Ils avaient un stand, ils veulent faire de l'écologie qui n'est pas punitive en mode restriction, tout ça. Non, c'est utilisons nos moyens pour alerter les gens, récupérer des fonds et les utiliser pour essayer de changer les choses et de reforester des zones qui ont besoin d'être reforestées. Au Costa Rica, parce qu'ils sont implantés là-bas, et puis maintenant en France. Notamment d'autres collaborations, par exemple avec le groupe français Loud Blast. Ça, on adore faire les groupes. On a fait Landmarks, c'est le premier groupe avec qui on a fait. Ouais, qui était juste génial. Bravo, c'est juste un groupe absolument génial. Ceux qui ne connaissent pas le métal marseillais dans la place, allez-y, écoutez. Ah oui, écoutez, ils sont très très forts et ils vont devenir très grands. Vraiment. Très, très, très grand. Très grand. Oui. Ouais, on parle beaucoup de Gojira aujourd'hui. On parlera plus d'eux dans le futur. Landmark va monter très, très haut. Très, très haut. Ouais. On est d'accord. Ils sont aidés par aussi la poussée de Gojira. Qui va les attraper dans le sillon, et je pense qu'ils vont aller vraiment très 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 loin. Oui, alors Loud Blast, oui. Et donc Loud Blast, c'est juste un des pionniers du métal français quand même. Le pionnier du métal français. Voilà. Je crois que je me trompe pas quand je dis que c'est eux qui ont apporté ça des États-Unis en France, quoi. Avec Stéphane Burier. Exactement. Ouais, donc c'est un plaisir. Je le connais. 40 ans, c'était pour célébrer. Là, ils ont célébré les 40 ans. Voilà, les 40 ans avec un anneau commémoratif, une édition limitée. Ouais, édition limitée. C'est 200 exemplaires qu'on a prévus. Non, 100 exemplaires qu'on a prévus. D'ailleurs, on arrive bientôt à la fin. D'accord. C'est les dernières pièces. Je la porte en plus aujourd'hui parce que je la trouve juste magnifique. On a repris les pochettes d'albums pour faire un truc. Et puis, c'est un plaisir de travailler avec Stéphane. Enfin, voilà, il y a des trucs comme ça quand on travaille avec Landmarks ou avec Stéphane ou même avec... Nous, on adore les collabs parce que c'est toujours intéressant de plonger dans un univers et de rencontrer des gens aussi qui nous font rêver, quoi. Des collabs de prévus, là, sur l'année 2026 Ouais, il y en a plein. Là, on en sort une dans une semaine avec la Maison des Tanneurs, qui est un salon de tatouage parisien. Ouais. Après, on a une autre marque qui est pour l'instant secrète, mais qui est une grosse marque du métal aussi, avec qui on va faire une bague. On a un groupe... C'est pas un label par hasard? C'est pas Nuclear Best? Non, c'est pas Nucléaire? Non, c'est pas un label. C'est pas un label. Nucléaire. Non, pas du tout. non, on a discuté avec Nucléaire, mais on n'a pas parlé de faire des bijoux encore. Mais pourquoi pas, s'ils écoutent, avec grand plaisir. Nous, Non, travailler avec des groupes, c'est génial parce qu'en fait, ça donne un cadre à la création. Et ils s'impliquent, en plus? Ça dépend. Pas tous. D'accord. Enfin, si, non, j'exagère. Les groupes s'impliquent tout le temps. Alors, je te pose cette question-là parce que dans la logique des collabs dans le métal, là, on va sortir du bijou, mais par exemple, on voit... Oui, on achète une licence, on fait le bijou. Judas Priest, par exemple, qui a sorti son alcool. Moi, je connais la personne qui a développé ça à l'étranger. Me disait, Rob Halford, il était là pour tester, pour goûter, pour donner son avis sur tout, jusqu'à l'étiquette, etc. Et c'était pas simplement, on va mettre Judas Priest sur une bouteille d'alcool. Ils se sont vraiment impliqués au bout du bout. Oui, les groupes ont tendance à maîtriser un peu plus l'artistique. On a fait des collabs, notamment avec Savage Lands, où effectivement le côté artistique nous laisse un peu plus mettre, mais ils restent quand même décideurs, donc ils peuvent nous dire oui, non. Mais ils sont plus dans le mode on te donne notre univers, fais ce que tu veux. Avec Landmarks, non, par exemple Landmarks, ils sont venus, ils savaient ce qu'ils voulaient, ils sortaient leur nouvel album, il y avait la créature qui était là, ils me disent on veut ce masque-là de créature sur la bague. Alors j'ai quand même eu des libertés, mais voilà, en gros, ils guidaient le truc, et c'est eux qui avaient le fin mot. Loud Blast, pareil, ils nous ont donné les éléments, et puis on a discuté avec lui pendant longtemps sur ce qu'il voulait exactement. Il voulait absolument un anneau, il voulait pas que ce soit une bague trop grosse pour que tout le monde puisse la porter. Les groupes ont quand même tendance à plutôt s'impliquer dans les créas. Et puis quelques VIP,
Moi, je peux pas passer à côté de l'idée de parler de son, de métal, sans parler de Kirk Hammett, Ouais, bah de oui, Metallica, forcément. excusez du peu, qui est quand même un client bijoux flibustier. Ouais. Et qui a la chance de voir quelquefois la boutique privatisée lors de son petit passage à Paris. Non, il la privatise Non, même pas. même pas. Non, il est. Enfin, en tous les cas, il vient chez Flibustier à Paris. Oui, il vient, mais bon, il n'exige rien, quoi. C'est ce que je veux dire par fan là. de c'est Metallica, qu'il est très, très passé simple, chez très gentil. Flibustier, peut-être qu'à l'occasion. Alors pour le coup, on a des histoires comme ça qui sont assez, Voilà. assez folles. Mais c'est incroyable d'avoir Kirk Hammett, Robert Trujillo aussi, peut-être. Alors Robert, je l'ai déjà croisé, mais non, Robert, il nous connaît, il sait qui on est parce qu'on travaille notamment avec sa femme, Chloé, Qui est artiste. qui est artiste française, Oui. Peintre, chanteuse, Mhm. enfin fait vraiment beaucoup de choses. C'est un grand surfeur, Trujillo, et un grand skater. Ouais, Hein. elle peint des planches de surf aussi. Si Vance a fait une on collab... voit comment il joue. Et puis si Vance a fait une collab avec Kirk Hammett et Trujillo, c'est parce que ce sont tous les deux de grands surfeurs. Ouais. En plus. Kirk Hammett est un très très grand surfeur. Ouais. C'est justement pour ça qu'il a le signe métal si particulier que tout le monde lui reproche. C'est que lui, au lieu de faire le signe métal avec juste 2 doigts, il en fait avec 3. Parce qu'il associe le signe Aloha avec, parce qu'il adore le surf. Tout à fait. Mais oui, c'est un plaisir quand il vient. À chaque fois qu'il vient, on l'accueille avec grand plaisir. Et donc, derrière, là, si on revient beaucoup plus sur la logique business, e-shop, l'e-commerce, justement, ça a une importance fondamentale aussi aujourd'hui par rapport à une marque comme Flibustier. Nous, vous c'est n'êtes le pas premier forcément... la de la marque. Ouais. C'est le e-commerce. C'est 80% du business. Non, ça doit être un peu moins. Ça doit être 65 ou 70% à peu près. Radicalement quand même important. Oui. 65%. C'est un peu le business model qui dépend de ça. Après, on a un seul magasin en plus. On fait très peu de distribution. Mm-hmm. On doit avoir une trentaine, je ne sais même pas si on en a 30, mais si on va dire une trentaine de magasins qui distribuent nos produits, mais on ne le fait pas beaucoup, on n'a même pas de VRP c'est-à-dire que c'est les magasins qui viennent plutôt nous voir en disant « Ah, j'aime bien ce que vous faites, est-ce que je peux vendre vos produits chez moi ?» Mais on n'a personne qui va les chercher. Et justement, en termes de communication, comment tu vas vers ton public, tes clients, vous organisez des événements, faites un peu de publicité sur Internet. Comment ça se passe pour une marque comme Flibustier ? Je dirais que l'essentiel, c'est la publicité sur Internet, c'est publication en naturel, et puis après, c'est que de la pub sur les réseaux sociaux. On fait plus de magazines ou quasiment plus. Les événements, on fait le Hellfest, par contre, on est présent. On fait quelques autres événements moto. Et pas d'autres festivals en Europe. Je pense au Graspop, par exemple, en Belgique, ou le Wacken en Allemagne. C'est trop gros, c'est trop loin. Alors, le Wacken, avec le temps qu'ils ont en ce moment, ça ne me donne pas spécialement envie d'y aller. Ils n'ont pas la meilleure météo. Et de ce qu'on m'a dit, c'est pas évident pour les marques de s'implanter parce qu'en fait, leur village est un village en dur. En fait, c'est déjà des magasins qui sont déjà présents, donc c'est compliqué. Après, j'ai creusé plus que ça. Le Graspop, c'est pas du tout le bon public pour nous. Oui, donc il n'y a pas forcément d'évidence. D'ailleurs, c'est pas parce que on va sur tel ou tel événement qu'il faut vraiment être en affinité aussi avec le public. Ouais. Par exemple, typiquement, on sait très bien que nous, parce qu'on l'a déjà testé plusieurs fois, le public punk, c'est pas pour nous. Quoi. Ami punk, si vous nous écoutez. Ce qui me désole, puisque moi, c'est de la musique c'est de là d'où je viens, quoi. Mais d'où je viens, je veux dire. Mais on sait que c'est pas le public pour nous. Quoi. On a déjà essayé 2-3 fois, donc effectivement, le Graspop qui est plutôt justement à tendance punk, moins. On arrive déjà à la fin de l'émission. Pas vu le temps passer. J'espère que c'est vrai que nos auditrices, auditeurs aussi. Moi, j'ai une dernière question. Alors, c'est pas une question un peu pompeuse, mais on est dans toutes les marques et il faut quand même aussi en parler. Quels sont les défis stratégiques d'une marque comme Flibustier ? Le plus gros défi stratégique, c'est celui qu'on se pose à chaque fois, c'est comment réussir à croître sans perdre l'âme du début. C'est toujours ce qu'on se pose. Parce qu'en fait, c'est très vite, on se dit, non, mais il nous faut plus de clients, donc il faut élargir les produits. Donc forcément, la tête de mort, il faut peut-être en faire un peu moins ou faire des trucs un peu plus lisses, un peu la stratégie qu'avait mis en place Thomas Sabo à l'époque et qui a marché pour lui. Il a très fortement... Ne pas perdre son âme, en fait, c'est ça. Mais voilà, mais du coup, il a perdu son âme un petit peu. Et voilà, donc moi, je suis un peu en combat comme ça avec mon associé où lui, il aimerait bien qu'on grossisse, qu'on aille voir un peu ailleurs et qu'on lisse un peu tout. Et moi, je suis en mode dire, ouais, mais si on lisse un peu tout, on perd la base. Et est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut ou pas La dualité de... Voilà. C'est pas ça. Il n'y a pas de réponse, définie. Mais c'est un peu le plus gros challenge pour nous. Merci Greg en tous les cas. C'était clair, limpide, transparent. Moi, je vais simplement passer un petit message à l'ensemble de nos auditeurs, auditrices. Sachez qu'il faut aller, bien sûr, sur le site internet flibustier.fr
paris.com, tout attaché, notamment en prévision des cadeaux de fin d'année. C'est le moment de profiter et de trouver surtout le cadeau qui ira le mieux pour vous ou pour vos proches. Merci à toutes et à tous. On vous retrouve sur toutes les plateformes, Spotify, PodCloud, Deezer, bien entendu sur YouTube ou sur Google Podcast. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et je vous dis à très vite. C'était Tout est marque, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcast. C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.